Quelle est la principale motivation qui vous a poussé à devenir journaliste et est-ce que des journalistes ont été des inspirations pour vous? Alors, la principale motivation, c'est que j'ai toujours bien aimé écrire. Depuis le début de ma scolarité, en CE1, c'est toujours mes rédactions qu'on lisait à la classe, donc ça montrait que j'aimais bien faire ça et que j'y arrivais à peu près. Et est-ce qu'il y a des journalistes qui ont été des inspirations? Oui, un journaliste du Monde qui s'appelait Pierre Viançon-Ponté. C'est un journaliste très très connu des années 50 et 60, journaliste politique, qui avait rencontré le général de Gaulle, enfin qui était un journaliste politique, et qui sur la fin de sa vie s'est reconverti en journaliste de petits faits de société. C'est-à-dire qu'il traitait des faits apparemment moins importants. Et j'ai été très impressionné qu'il réussisse à passer de la politique, qui était considérée comme un sujet noble, aux petits faits de société, qui étaient considérés comme moins nobles, mais qui, à mon sens, sont au moins aussi intéressants. Quelle a été votre formation? Une licence en droit, pas loin d'ici, à Paris 2 Assas. Et ensuite, une école de journaliste que je n'ai pas menée jusqu'à son terme, parce que j'avais commencé en même temps à collaborer au Monde. Et donc, au bout de la première année, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une deuxième année où tu continues à bosser pour le journal. Et j'ai trouvé ça plus intéressant de commencer à travailler que de faire une deuxième année. Et d'apprendre sur le tas, en fait. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette émission et dans quel but? Alors, si tu veux, moi, j'ai commencé à travailler au Monde et j'ai commencé à travailler comme reporter et grand reporter. C'est-à-dire, j'allais sur le terrain raconter ce qui se passait, c'est les catastrophes naturelles, les révolutions, les émeutes, les faits divers, tout ce qui pouvait se passer. En tant que reporter, je suis allé par exemple à un endroit qui s'appelle la Nouvelle-Calédonie et où dans les années 80 il y a eu des émeutes des populations locales, les Kanaks, contre les colons, les Caledons. Et si tu veux rentrer en France, je me suis rendu compte que ce que montrait la télévision ne ressemblait pas du tout à ce que j'avais observé sur place. Que les gens n'étaient pas en train de se battre du matin au soir, comme on pouvait avoir l'impression quand on regardait la télé. Et pourtant, les journalistes de télévision, à leur sens, ils faisaient bien leur travail. Je veux dire, ils n'avaient pas l'impression de raconter autre chose que la réalité. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe pour qu'une réalité, quand ça se retrouve au journal de 20 heures, ça devient autre chose? Et donc, c'est ce qui m'a donné envie d'enquêter sur ce qui se passait entre la scène réelle et sa mise en image aux 20 heures. Et c'est ce qui m'a donné envie d'abord de le faire sous forme d'article dans mon journal Le Monde, où j'ai essayé de raconter ça, et ensuite à la télé, où finalement, au début, j'ai fait le même travail, d'essayer de comprendre comment se construit un reportage, une enquête, enfin ce qu'on appelle un récit médiatique. Comment vous avez fait pour être financé pour vos déplacements? Alors, au Monde, tu sais que Le Monde est un grand journal. Et à l'époque où j'y étais, les années 80 et 90, c'était un journal riche. Et donc, j'avais une espèce de petit rectangle en celluloïd, je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle une carte de crédit. Et donc, les reporters dont j'étais, si tu veux, avaient la carte de crédit illimitée. Et à arrêt sur image, si tu veux, c'est la même chose. D'abord, on bouge moins, on fait moins de reportages. Hein. On est beaucoup plus devant des écrans, à regarder des sites ou à regarder des images de télé. Mais on est un média avec des ressources, donc quand il faut partir en reportage quelque part, le média paye. Quelle a été l'émission qui a eu le plus de retentissement? Oh là, il y en a eu plein. Par exemple, quand il y a un invité qui se fâche et qui sort du plateau. Alors là, ça tout de suite, ça marche bien. Donc une fois, on a eu ça en 10 ans d'arrêt sur image. Donc, et voilà, elle avait eu un gros retentissement, mais pour des mauvaises raisons. Et c'est quelle émission qui a eu le plus de retentissement positif? Je pense que les émissions qu'on a faites au moment des premières... au moment de l'arrivée de Love Story en France, c'est-à-dire au moment des premières émissions de télé-réalité, si tu veux, où tout le monde se demandait mais qu'est-ce que c'est que ce truc, la télé-réalité, qu'est-ce que c'est que ces gens dans un loft, qu'est-ce qu'ils y font, pourquoi on regarde ça, pourquoi on trouve ça intéressant, tout le monde était un peu perdu, si tu veux. Et là, on avait donné des clés d'explication qui étaient... je dirais pas que ça avait eu du retentissement, mais ça avait eu, je pense, pas mal d'impact. Comment peut-on proposer un tel type d'émission à la télévision, sachant que le principe de l'émission, c'est d'apporter une critique sur la démarche journalistique? L'idée, vous l'aviez, mais le courage d'aller voir le directeur de chaîne et de lui dire, voilà, ce que je veux faire. Et le directeur de chaîne qui était en face de vous a dit, ok, mais
Ben, ça ne s'est pas passé du tout comme ça, c'est lui qui m'a appelé en fait. L'émission a commencé sur France 5, qui s'appelait à l'époque la 5e, mais à la création de la 5e. Et quand la 5e a été créée, c'était une chaîne du savoir et de la connaissance. Le gouvernement avait dit il faudra qu'il y ait une émission de réflexion sur la télé. La chaîne a été confiée à un grand journaliste de télévision de l'époque, qui s'appelait Jean-Marie Cavada. Je crois qu'il avait demandé à beaucoup de confrères avant moi, que tout le monde avait refusé parce que personne ne voyait comment on pouvait faire ce truc. J'avais vraiment très envie de faire ça à la télé, donc j'ai dit oui. Est-ce que ça vous a manqué de moins faire de déplacements, d'être moins sur le terrain? D'un côté, ça m'a manqué, parce que j'adorais ça. Mais d'un autre côté, en fait, c'est pas tout à fait par hasard si j'ai pris ce boulot à ce moment-là, c'est parce que je venais d'avoir mon 3e enfant et j'avais envie de rester un peu à la maison pour m'occuper de mes enfants et que voilà. Comment et où trouvez-vous vos sources? Par exemple pour les gilets jaunes. Quand tu t'interroges sur un événement, en fait, à la base, c'est très simple. Tu cherches à contacter les gens qui ont été témoins de cet événement. Et quand tu réfléchis bien, après, même les trucs très très compliqués, les sujets très très compliqués se déclinent tous comme ça, quoi. À partir du moment où tu as les réflexes de base sur un événement, d'essayer d'interroger les témoins, tu peux aussi interroger des experts. Par exemple, si quelqu'un fait une enquête sur ce qui s'est passé là au CDI, on peut interroger les témoins, mais on peut aussi interroger des experts en journalisme, en leur disant, alors voilà, les élèves qui ont assisté ont dit qu'il avait dit ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous-même, des fois, ça vous arrive d'aller sur d'autres journaux pour... Tout le temps. Oui, Surtout nous, si tu veux, nous qui enquêtons sur les médias. Par exemple, pour reprendre l'exemple des Gilets jaunes, nous, Arrêt sur Image, on ne va pas enquêter sur est-ce que c'est les flics qui ont envoyé les grenades en premier ou est-ce que c'est les Gilets jaunes qui les ont tapés en premier. On va enquêter d'abord sur tel journal ou tel site dit que c'est les Gilets jaunes qui ont commencé et tel autre site dit plutôt que c'est la police qui a commencé. On va regarder TF1, on va regarder France 2, on va regarder Le Média, on va regarder Mediapart, on va essayer de voir quelle est la version de chaque média d'un même événement. On va appeler les journalistes pour leur demander pourquoi vous dites ça. Et ensuite, si on peut, dans un deuxième temps, on va essayer de savoir nous-mêmes ce qui s'est vraiment passé, si tu veux. Concernant le financement d'Arrêt sur Image, c'est que l'abonnement? Oui. Donc totale liberté éditoriale. Oui. Ça, c'est un choix qu'on a fait dès le départ. Dès le départ, on était absolument certain qu'on ne voulait pas être financé par la pub. Parce que moi je considère qu'une des sources principales de perversion de la presse aujourd'hui, c'est le financement publicitaire. Et puis après, c'est poser la question de savoir si on accepterait éventuellement des subventions, parce que les médias en France sont énormément subventionnés par l'État. Il y a un tas de moyens par lesquels l'État peut les subventionner. Et là, on a réfléchi un peu, puis on a dit non, on sera plus libre sans subvention. Comment les réseaux sociaux influencent-ils les médias? C'est vrai que depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, et en général, on voit se promener sur Facebook, sur Twitter, un tas de choses comme celles dont tu parles. C'est-à-dire, par exemple, une vieille photo qui tout d'un coup arrive sur les réseaux sociaux avec un commentaire « Regardez ce qui se passe, c'est absolument horrible, ce tabassage, etc. » On enquête un peu et on se rend compte que c'est une photo qui a 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Il y a beaucoup de choses comme ça. Alors par rapport à ça, depuis quelques années, des médias ont mis en place des petits groupes de journalistes qui sont spécialement chargés de vérifier ça. Et puis il y a une autre forme de fake news, si tu veux, c'est par exemple des vidéos extrêmement courtes de violences. Que ce soit des violences de policiers ou que ce soit des violences de gilets jaunes. Mais en fait, tu ne sais pas ce qui s'est passé avant. Mais les médias dénoncent beaucoup les réseaux sociaux, mais ce qu'ils font eux-mêmes n'est parfois pas mieux. Par exemple, il y a quand même énormément de blessés manifestants depuis le début du mouvement. Tout au long du mois de décembre, il n'y avait pas eu un seul reportage sur TF1 ou sur France 2 sur les manifestants blessés. Parce que, pour toutes sortes de raisons, dont on pourra parler si tu veux, mais voilà. Les Gilets jaunes, eux, avaient raison de dire, mais enfin, qu'est-ce que... Tu vois, les Gilets jaunes qui n'aiment pas beaucoup les médias, hein, ça tu l'as vu, mais là, ils avaient une vraie raison sérieuse de ne pas aimer beaucoup les médias. C'est-à-dire, nous, on a des blessés, et les médias n'en parlent pas. Et là, si tu veux, par rapport à cette dichotomie entre les réseaux sociaux et les grands médias, c'est sur les réseaux sociaux qu'on avait le plus d'informations sur les manifestants blessés. Comment luttez-vous contre les fake news? Comme je t'ai raconté, il y a des techniques, si tu veux. Par exemple sur ce que je disais tout à l'heure, la vieille photo qui revient.
et qui est présentée comme une photo récente. Il y a des techniques aujourd'hui, dans Google et ailleurs que dans Google, si tu veux, qui te permettent de rentrer une photo. Et Google te dit, tiens, j'ai déjà repéré cette photo en 2015. Tu vois, il y a des techniques comme ça qui sont assez élémentaires. Et après, je dirais que, comme tout, il faut avoir de la curiosité. C'est-à-dire que quand tu vois une image qui te paraît bizarre ou quand tu lis une information qui te paraît bizarre, tu te dis, tiens, ça me paraît quand même étrange, et tu te mets à enquêter là-dessus. Après, tu appelles les journalistes qui ont publié cette photo, ou la plateforme qui a publié cette photo, en leur disant, mais est-ce que vous savez que c'est une vieille photo? Voilà, comment vous l'avez trouvée, ça. Il n'y a pas de technique particulière d'enquête sur les fake news. Faire du journalisme sur les fake news, c'est la même chose que faire du journalisme en général. Est-ce que vous pensez que le rapport entre la société et les médias, ça va évoluer, mais dans le bon sens? Tu sais, je suis très pessimiste là-dessus. Et depuis que je travaille sur ce sujet, en fait, je ne crois pas que les médias s'améliorent. Je crois que les techniques évoluent, les techniques changent, Internet arrive, les réseaux sociaux arrivent, mais je pense qu'au total, si tu veux, les médias ont toujours les mêmes défauts. Je fais ce travail pour que les gens, les téléspectateurs, les lecteurs, les auditeurs, les internautes, soient plus lucides par rapport aux médias. Je pense que sur quoi on peut agir sur l'éducation aux médias du public.